Salut les copains, c'est Sam the Bonetman et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du review de WWE Royal Rumble 2015. Et je préfère vous l'annoncer tout de suite, ça n'a pas été un très très grand show. Majoritairement les gens ont été déçus et c'est ce que je pense aussi. Euh, Par ailleurs, tant que j'y suis, cette vidéo marque donc l'anniversaire, donc les 1 an de mes podcasts, car ça s'est commencé au Royal Rumble 2014, et donc du coup, ça fait 1 an. Merci à tous ceux qui me suivent. Et puis n'hésitez pas à partager la chaîne pour qu'on soit de plus en plus nombreux à pouvoir discuter de catch. En France, c'est vrai que c'est pas accessible à tous et c'est pas un truc super populaire. C'est un sport qui est méconnu et la plupart du temps mal jugé, on va dire. Les gens voient ça comme du cinéma, comme quelque chose de truqué. Alors, je vais pas dire que c'est faux, parce qu'il y a un débat qui est énorme là-dessus, et surtout qu'on n'est pas là pour parler de ça. Mais voilà, moi je défends les gens qui aiment le catch, je défends ce sport-là, parce que c'est un sport aussi. C'est du divertissement, mais c'est surtout un sport, parce que c'est des athlètes qu'on a sur le ring, qui font un travail corporel et physique absolument énorme comparé à d'autres sports. Voilà. Au foot par exemple. Eh ben, je vais commencer tout de suite à vous parler du show. Donc ça a eu lieu donc à Philadelphie. J'ai oublié le nom de l'arène. C'est pas très important. Je le noterai en dessous. Euh, et d'ailleurs, alors je sais pas si c'est en rapport avec Philadelphie, mais on a eu un public assez particulier ce soir-là. Vous verrez que ça a beaucoup jugé dans mon enfin ça a beaucoup influencé mon jugement sur le match et sur les matchs et sur le pay-per-view dans sa globalité. Oui, je me suis parce que je me suis coupé en me rasant et donc je sais et voilà. Je vais attaquer tout de suite avec le kick-off donc que j'ai pu regarder. En fait finalement j'ai tout regardé sur le WWE Network. Alors ça marche en ce qui me concerne. Je sais pas si pour vous ça marche aussi. Et dites-moi, n'hésitez pas à expliquer comment vous vous débrouillez pour regarder les choses si vous le faites. Et moi, pour l'instant, le network hier, il a fonctionné sans problème. J'ai pas eu de soucis particuliers de connexion, une bonne qualité d'image d'un bout à l'autre. Et donc c'était cool, une bonne chose enfin. Il était temps. Alors, je vais attaquer avec le kick-off. Donc, on avait The New Day contre Cesaro, Tyson Kidd et Adam Rose. Alors, il me semblait que c'était un match à 3 contre 3. Or, c'était un 2 contre 2. C'est-à-dire que Xavier Woods et Adam Rose ne catchaient pas ce soir-là. Ils étaient simplement aux abords du ring pour soutenir leur partenaire, enfin leur compatriote, enfin leur coéquipier, si on veut. Chose intéressante, l'entrée de Cesaro a été beaucoup plus soutenue que celle de New Day. Il a même été vachement acclamé quand il se faisait taguer pour rentrer sur le ring. On a des chants Cesaro, des chants New Day Sucks. Et c'est pour vous montrer voilà, que dès le départ, on a un public de Philadelphie qui est qui est très prononcé, qui prend les devants, quoi, je veux dire, qui participe. Et c'est important, même dès le début, je trouve ça plutôt cool. Mais alors après, c'est vrai que ça peut être assez surprenant. Parce que moi, je m'attendais quand même, bon, à voir l'entrée de Cesaro, je pensais pas que ça intéresserait plus de gens que ça, mais du coup, en fait, si, ça a beaucoup plu. Alors le kick-off a été plutôt, ouais, très bon, ouais, plutôt bon, hein, très intéressant. Intéressant par le fait que l'équipe qui était censée faire le show, donc The New Day, elle n'a pas été soutenue justement, voilà c'est ça que je disais, et je pense que l'issue du match a été changée pendant le match, ce qui a été une bonne chose du coup pour le public, qui était clairement du côté de Cesaro. Voilà, un contenu de match très intéressant, entaché par 10 secondes de botch, et c'était 10 secondes interminables, hein, parce que quand on fait une botch, c'est pas... c'est ça casse le truc, que je veux dire, ça vous flingue, ça peut vous flinguer un super enchaînement, et on retient que ça du match, et du coup ça le descend. Alors moi j'ai mis la note de 3,5 sur 5. Voilà, un contrat rempli, un public bien chauffé, donc c'est une victoire de Cesaro et de Tyson Kidd. Donc c'est, je pense, pour confirmer le fait qu'ils vont attaquer une équipe,
une vraie équipe. Et voilà, comme je l'ai dit dans ma vidéo de prédiction, ça peut donner quelque chose de très intéressant quand on connaît la qualité in-ring des deux catcheurs. Après ça, on a une interview backstage de Ryback, d'Eric Rowan et de Dolph Ziggler, qui ont donc été réintroduits à la WWE grâce à la victoire de John Cena lundi à Raw. On a eu leur pensée, bon, je vais vous épargner ça. On a eu les blablas de Renee Young, comme d'habitude, sur les paris de chacun des personnes avec qui elle était accompagnée sur le plateau du kick-off. Donc il y avait Booker T, il y avait Corey Graves et il y avait Byron Saxton. Voilà. Donc c'est vrai que ça change de ce qu'on avait eu l'habitude d'avoir. On a eu des Shawn Michaels, on a eu Paul Heyman, on avait pris l'habitude de voir Alex Riley aussi. Bon, c'est pas pareil, mais voilà, quoi, ça change un peu. On a eu Ric Flair, et puis là, du coup, on a simplement eu voilà, presque des talents backstage qui ont d'autres travails à côté de ça, qui sont intervieweurs. Et ça, c'était. Enfin, à part Booker T, bien sûr, c'était si bizarre. Ça m'a. Mais bon, après, c'est pas le plus important. Donc, le kick-off s'est terminé là-dessus. On n'a pas eu grand-chose de plus. Et du coup, le show a démarré comme ça. Un public bien chaud dès le départ. Et on a commencé avec New Age Outlaws contre The Ascension. Alors, une super entrée des New Age Outlaws. Un public super participatif. Et c'était impressionnant. C'était le premier vrai match de The Ascension aussi. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais enfin pouvoir me fixer, avoir une idée sur The Ascension. J'avais des préjugés plutôt négatifs. Et bah, en fait, ça s'est plus ou moins confirmé. En fait, j'ai pas vraiment aimé la prestation des New Age Outlaws. Des Ascension, c'est les New Age Outlaws qui ont vraiment tout fait. Et donc là, pour l'instant, de ce que je vois, j'adhère pas à The Ascension. Je suis désolé. Ça fonctionne pas. Ils ont beau essayer de parler au micro, ils ont pas de répondant. C'est pas sur le ring, c'est pareil quoi. Voilà, c'est pas ce qui va. Voilà, comme je l'ai déjà dit, quand tu es un personnage heal, c'est pas ce qui te fait avancer c'est pas ce qui te fait avancer le plus et ce qui te fait découvrir le plus. Parce que forcément, tu peux pas montrer, c'est la politique de la WWE, quand tu es en heal, tu peux pas montrer toute ton étendue catchesque en termes de mouvement. Mais du coup, ils sont assez limités. Et c'est peut-être pour ça. Alors, c'est pour ça que je suis pas fan de The Ascension, en tout cas en heal. Peut-être qu'en face, ça peut donner quelque chose d'autre. Je sais pas du tout. Faut que je me réintéresse peut-être un peu plus à cette équipe. Mais en tout cas, de ce que j'en ai vu, je n'apprécie pas plus que ça. On a eu des chants You Still Got It, ça veut dire bah, vous êtes encore bon, donc dirigé pour les New Age Outlaws, oui, donc qui ont vraiment tout fait pendant ce match-là, ça voyait que c'est eux qui géraient le truc, les prises, les coups, les changements de lead, tout ça. Et quand Connor était sur le ring, et qui tenait Billy Gunn en prise d'étranglement, ça a été d'un ennui mortel parce que ça a duré 30-40 secondes. Et on a même eu une ou deux botches avec ça. Et voilà, c'est pas vraiment un match qui va mettre The Ascension en avant. Bon, ils ont quand même gagné, hein, mais même leur victoire finale s'est faite un petit peu dans le brouillon. Ils ont sorti leur finisher de The Fall of Man, je crois que ça s'appelle comme ça. D'un seul coup comme ça, de nulle part. Et voilà, c'est pas un match qui va les mettre en avant et faire que les gens vont les apprécier. Voilà, malgré le fait qu'ils sont en heal. Moi j'ai mis 2 sur 5 parce que je pense que quand tu démarres comme ça une équipe avec The Ascension, je, je, je pense que quand tu démarres en pay-per-view, après un vrai match face au New Age Outlaws, je pense que tu dois quand même de montrer quelque chose et c'est vraiment pas ce que The Ascension a fait. Donc c'est pour ça. Je je sais pas sur quoi ils vont être dirigés après, peut-être certainement sur des titres par équipe face aux Usos, je sais pas trop. Ou s'ils vont continuer d'affronter des légendes, j'en sais rien. De toute façon, Zinley ou Close, à mon avis, ils reviendront pas à Raw ce soir. On verra bien. On a eu un passage backstage entre Triple H, Stephanie McMahon et Paul Heyman en disant que, en parlant avec, il disait à Triple H. Non, Triple H se plaignait de l'arrivée de Sting qui a encore foutu le bordel. Et Brock Lesnar a dit qu'il avait Paul Heyman a dit qu'il avait la solution à la personne de Brock Lesnar. Voilà, c'est tout. Mais bon, après, on ne sait pas ce que ça peut donner pour plus tard. C'est ce genre de détails-là qui font que les matchs sont
je peux donner des détails sur des matchs qui vont être prévus pour plus tard. Donc c'est pour ça que je le donne dans le cas présent. On a eu ensuite droit au match pour le titre par équipe entre les Usos, donc les champions, et le Miz et Damien Mizdow. Alors tout de suite, je tiens à préciser que moi, ce qui m'intéressait dans ce match-là, c'était la relation entre le Miz et Damien Mizdow, et ça continue d'avancer, hein, et ça c'est même, voilà, il y a eu des événements pendant le match, il y en a eu pendant le Royal Rumble, le match Royal Rumble aussi, j'y reviendrai un peu plus tard. Et voilà, c'était la première fois qu'on voyait le Mizdow sourire au public lorsqu'il l'applaudissait. Voilà, tout est centré sur tout est centré sur lui et sa relation avec le Miz. Mais malgré tout, les Usos sont arrivés à pas se faire oublier. Ils ont marqué leur présence dans ce match. Enfin, moi encore, voilà, c'est mon avis. Je comprends qu'on puisse pas être d'accord avec ça. Moi, je trouve que les Usos ont réussi à quand même mettre leurs pattes dans ce match et montrer qu'ils étaient quand même là et qu'il n'y avait pas que le Miz et Damien Mizdow. Donc c'était une bonne chose qu'ils s'y soient arrivés. Et donc c'est eux qui ont gagné le match. Mizdow n'est même pas entré dans le match par contre, ce qui a, je pense, déçu un petit peu tout le monde. Il a quand même eu un moment dans le match, mais c'était très court, où il est rentré sur le ring pour poser un skull crushing finale. Et voilà, mais c'est trop court pour les gens qui voulaient le voir en action. Mais voilà, c'est le truc qu'on peut reprocher à ce match-là, c'est que le Miz a vraiment tout fait. Mizdow ferme sa gueule, mais il viendra un moment où il l'ouvrira, et donc toute cette tension, elle l'accroît au fur et à mesure, et ça va certainement s'exploser un peu avant WrestleMania. Je le sens bien comme ça, un truc comme ça. J'ai mis la note de 3 sur 5, parce que là, je trouve que... Alors, je comprends l'idée de ne pas faire participer Damien Mizdow pendant le match. Le but, c'est d'attirer la haine sur le Miz, mais après, c'est à double tranchant. Parce que d'un autre côté, les gens s'en foutent après, au final. C'est maintenant, les gens préfèrent l'ignorance à la. Je parle du public, hein, ils préfèrent l'ignorance au huée. C'est-à-dire que si un truc qui leur plaise pas, ils vont pas le dire en huant et en sifflant. Ils vont rien faire, ils vont ignorer et ils vont même pas réagir. Ils vont parler d'autre chose. Et c'est un truc que je trouve dommage. Et ça a donc été le cas pendant ce match-là. J'ai mis 3 sur 5. Je crois que je vais monter à 3,5 parce qu'on a eu quand même des trucs assez intéressants. Et donc, voilà. Je sais pas sur quoi ça va déboucher. Encore une fois, hâte de voir ce qui va se passer à Raw pour le Miz et Damien Mizdow, comment ça va évoluer. Je pense maintenant leur course pour le titre par équipe c'est terminé, ils vont pouvoir se concentrer sur autre chose. Ce sera la même chose pour Jimmy et Jey Uso. Donc à voir ce soir. Après, on a eu les Bella Twins contre Natalya et Paige. Alors pas de Tyson Kidd, je pensais que Tyson Kidd arriverait pendant le match pour soutenir Natalya. Donc ce qui nous oblige à nous concentrer sur le match, qui n'était pas inintéressant. Mais la fin n'était pas super. On a Paige qui trépigne pour rentrer dans le match, mais elle n'y arrive pas. Et le match se finit par une grosse droite de Nikki sur Natalya. Et pourtant, voilà, il y a eu des trucs intéressants. Et je trouve que le niveau global des matchs des divas remonte peu à peu. On nous offre des trucs de plus en plus intéressants. Moi j'y crois, cette division diva. On n'est pas beaucoup à y croire. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire et il y a des talents qui se développent au fur et à mesure. Et il y a des trucs à exploiter, quoi. Ce ne sont pas simplement des bimbos qui défilent en maillot de bain devant un ring. Et il y a quelque chose. Voilà. Il y a du travail derrière. Je pense à Paige, je pense à Brie Bella, je pense à Naomi beaucoup aussi. Natalya, ça fait des années qu'elle fait du catch, elle a jamais été là pour faire la bimbo. Nikki commence à progresser aussi. Et voilà, il y a des trucs intéressants, je pense. Donc, si on arrête de nous vendre Eva Marie et Cameron comme des super grandes catcheuses, c'est pas ce qu'on nous fait. Enfin, je m'embrouille un peu dans ce que je dis, mais voilà, moi je défends cette division diva et je pense qu'elle a besoin d'un second souffle et que les gens ont besoin d'y croire un peu et ça peut. Je vire mon téléphone parce qu'on n'arrête pas de m'appeler.
Voilà, bref, je vais arrêter avec les divas. Et donc, oui, donc le match, un match bien pour un pay-per-view, on va dire ça, hein, en ce qui concerne le match de diva. Donc, c'est les Bella Twins qui ont gagné. Alors, moi, je pensais justement que ce serait Natalia et Paige qui gagneraient pour confirmer leur nouvelle équipe. Bah, du coup, pas du tout. Mais il n'y avait pas d'animosité entre les deux, donc peut-être que cette équipe va quand même continuer. Euh, on n'a pas de challengeuse pour le titre des divas. Je pense que ça arrivera au prochain pay-per-view pour Nikki Bella. On n'a rien de ce que j'aurais pu présager, de ce qui me semblait logique pendant ma vidéo de prédiction. Rien ne s'est produit. J'avais pensé à une victoire de Natalia et Paige pour en même temps confirmer leur équipe et foutre de l'animosité ou de une tension entre les deux sœurs Bella. Il n'y a rien qui s'est passé. Alors du coup, là, je sais vraiment pas quoi penser. Je sais pas sur quoi ça va déboucher parce que même si le niveau des matchs devient intéressant, l'intérêt global pour les divas, il est en train de se perdre. Et, euh, et c'est pas en faisant des matchs qui sont en soi. Là, c'était le but du match. Franchement, c'était quoi là? Parce qu'il y a rien eu de, il y a- on a eu de la qualité, on a eu un peu de qualité quand même sur le ring. Mais je veux dire, le but du match, c'était quoi en fait au final? Parce qu'elle catch en équipe depuis déjà plus de 3 mois, 2 mois les Bella Twins. Donc je veux dire, ça servait à rien de confirmer. Natalia et Paige, elles avaient besoin d'une victoire enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi penser. C'était une petite incompréhension quand même, hein, ce match-là, en y voyant avec un petit peu de recul. J'ai quand même mis 3 sur 5 pour la qualité globale du match, mais étant en compte que ce sont des divas qui n'ont pas forcément les mêmes qualités physiques que les catcheurs mâles. Donc voilà. Je vais passer au match d'après. Ce qui était en soi sans trop d'exagération le meilleur match de la soirée en ce qui concerne mes pensées. On a eu Cena qui a été hué lors de son entrée, Rollins qui a été acclamé, Lesnar encore plus. Et du coup, oui, donc ça confirme encore ce que je disais sur la particularité du public Pennsylvania. Je sais pas si ça se dit. On dit bien Transylvanien, donc je pense qu'on dit Pennsylvanien. Bref. C'était le premier match de championnat WWE poids lourd depuis Night of Champions en septembre. Donc moi j'attendais ça avec impatience. Je pense que le public aussi. Voilà. Et donc là, je lis mes notes et en fait je notais ce que je pensais en direct en fait. Et du coup maintenant j'ai une vue plus globale sur ce match-là. Mais je vais quand même vous lire ce que j'ai pensé. Moi j'ai trouvé que Brock Lesnar m'énervait on dirait un mec qui est cheaté en fait, qui est totalement imbattable, qui n'encaisse aucun coup, qui n'a jamais mal. Parce que là, John Cena lui envoie un attitude adjustment pas longtemps après le début du match. Seth Rollins arrive pour faire le tomber après avoir dégagé Cena et Lesnar se dégage avant 1 quoi. Enfin avant il se fait faire le tomber puis il se dégage avant même le 1 quoi. Donc ça me gonfle quoi. Il donne ce personnage totalement indestructible et je trouve ça super prétentieux. Par conséquent, j'aime pas ça. Moi ça me plaît pas. Pour un mec qui est là 3-4 mois par an, je trouve que c'est pas ça se fait pas quoi je veux dire. Puis c'est Brock Lesnar, c'est pas le mec le plus soutenu et le plus comment on pourrait dire, j'arrive pas à trouver mon mot. Bah oui, c'est pas le mec le plus connu de la WWE aujourd'hui quoi, c'est pour ça que je trouve ça super prétentieux. Par contre voilà, le fait que ce soit un triple threat, un match à 3 rend le match très intéressant à regarder parce que bah ça déséquilibre un petit peu tout. Lesnar se retrouve face à deux bonhommes. Il n'y a pas de disqualification, donc du coup, tout va le volo. Euh, Même si après, voilà, Lesnar qui, dans la grosse moitié de début de match, c'est lui qui avait le lead, qui défonçait la gueule à Cena et à Seth Rollins. C'est un catcheur qui est lent. Et ça casse le truc. Et c'est un peu dommage. Donc voilà. Après, donc, alors,
je vais essayer de donner 2-3 détails que j'ai eu sur le match. On a eu voilà, 3 attitude adjustment d'affilée sur Lesnar. Il se relève après les deux premiers, quoi. Donc c'est-à-dire il se prend un attitude adjustment, il se relève. Un deuxième, il se relève. Puis au bout du troisième, il se fait faire un. Alors comment ça s'est passé? Il se fait faire un tombé. Puis après voilà, je reviens à ce que je disais. Il se prend 3 attitude adjustment et il se relève 2 fois quand même, quoi. Et après c'est John Cena qu'on appelle Superman, donc faut arrêter un petit peu le foutage de gueule aussi en parlant de Cena. Voilà. On a eu un curb stomp sur Lesnar juste après. Cena qui envoie Lesnar à travers la barricade à côté de la cloche du ring. Et puis au bout d'un moment, je me dis qu'en fait, comme je voyais Lesnar perdre le titre, ça me semblait logique que ce soit lui qui se fasse subir le tombé à 3 parce que sinon, ça fait passer le vainqueur pour la solution de facilité, quoi, tout simplement. Et donc voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a eu? Faut que je relise parce que j'ai pris une chier de notes. Euh, Brock Lesnar se relève et fait le ménage sur la table des commentateurs espagnols. Et puis finalement, il se fait poser dessus. Seth Rollins qui saute du haut de la troisième corde jusque sur la table des commentateurs où était posé Lesnar pour lui faire un coup de coude. Un gros moment du match et c'est à partir de là que ça a commencé je vais pas dire à s'animer un peu, mais là ça commençait vraiment à chauffer à bloc parce que Lesnar en fait finalement à cause de ça a été écarté du match pendant presque 10 minutes à cause de ça. On a même vu un moment la civière arriver. Michael Cole nous annonce que Lesnar a une côte cassée. Donc voilà, des choses ici je somme parce que voilà ça commence à devenir vraiment fou. Putain je vais y arriver. Cena qui nous sort des powerbombs sortis de l'espace. Je trouvais ça bien cool qu'il essaye malgré tout de nous amener un petit peu d'innovation et de créativité dans ces matchs-là. Parce qu'il en faut. Parce qu'on tombe vite dans le cliché. C'est STF sur Seth Rollins, la sécurité qui arrive pour s'interposer face à Cena. Un triple powerbomb style The Shield sur John Cena. Et puis et puis et puis et puis et puis je vais y arriver, mon Dieu. Ouais, je comprends même plus ce que j'ai écrit. Bref, à la fin d'un moment, donc ça se jouait vraiment entre Cena et Seth Rollins. Seth Rollins a même sorti une espèce de corps qui for 50 splash, un truc de fou. Enfin, il s'est mis à l'envers en haut des cordes. Il a fait un tour, un demi-tour sur lui-même, plus un salto avant pour atterrir à plat sur Cena. Enfin bref, un bordel de dingue. À ce moment-là, Brock Lesnar, qu'on imaginait déjà parti, il se relève, paf, German suplex. Sur Seth Rollins. Euh, un- ça commence à partir vraiment en vrille. Euh, et pareil sur Cena. Seth Rollins remonte sur scène avec sa manette Money in the Bank. Il commence à mettre des coups avec Lesnar, des coups sur Lesnar. Il veut lui faire un curb stomp dessus. Et c'est à ce moment-là que Brock Lesnar se relève. Et porte son fameux F5 et puis fait le tomber sur cette Rollins et c'est comme ça qu'il a gagné. Donc rétention du titre par Brock Lesnar. Putain, j'y suis arrivé à la fin de ce match. Mais voilà, c'est vrai comme donc rétention du titre. C'est pas quelque chose que j'aurais prévu, donc ça veut dire que ça va traîner jusqu'à WrestleMania, donc c'est pas quelque chose qui me plaît parce que vous connaissez ma pensée sur Lesnar. Alors c'est un gros match, lourd, rodé, mais trop dans l'excès à mon goût. C'est-à-dire qu'on a trop eu d'attitude d'adjustment, trop eu de German suplex, de tomber. Tout ce qui enlève, voilà, ça a enlevé la technicité du match et on a simplement eu une bataille de finishers et de grosses prises. Ce qui fait que le peu de vitesse, voilà, le match avait beaucoup trop peu de vitesse et c'était pas Lesnar qui allait en rajouter, donc voilà. Mais on a voilà une performance impressionnante de Rollins et de Cena. Lesnar qui termine quand même le match avec une côte cassée. Et en ce qui concerne la note, voilà, faut penser que c'est pas juste l'enjeu qui fait le truc, c'est le match dans son intégralité. Donc je me refuse à mettre plus que 4 et même ça encore, je trouve que c'est déjà un peu haut. Parce qu'on a eu un match long, intense, qui a fait réagir le public, mais moi après je regarde du côté niveau de ce qu'on a eu sur le ring en tant que divertissement.
Alors, et si on met le public de côté, c'est vrai que ça fait pas un truc énorme non plus. Donc voilà, je m'arrête à 4 parce que bon, c'était quand même un bon match. Il y avait des trucs intéressants, mais je veux dire, après, je pense pas que ce sera le match de l'année, quoi. Loin de là, voilà. Voilà, donc Seth Rollins n'a même pas encaissé sa mallette Money in the Bank. Brock Lesnar s'est relevé, il était tout mal. Et Cena, on verra bien. Lui maintenant, le titre WWE c'est terminé, il va falloir qu'il trouve autre chose. Et je vais y revenir un petit peu plus tard. Après, donc on a eu ce match Royal Rumble. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous noter à ma gauche et à ma droite l'ordre d'entrée des catcheurs qu'on a eu. Non, je vais pas le faire maintenant, je vous le ferai à la fin. Alors les surprises, on a eu Bubba Ray Dudley des Dudley Boys. Au début j'ai même cru voir Bully Ray, c'était pas du tout la même chose. Mais voilà, les Dudley Boys au Royal Rumble, première surprise. Alors c'est ça que j'attendais, voilà, c'est que j'attendais vraiment des surprises pour ce Royal Rumble parce que ça, maintenant c'est réputé pour ça, pour avoir le retour d'anciennes superstars. Et on n'a pas trop été servi l'année dernière et j'espérais que cette année ce serait le cas. Bah en fait pas trop. Euh, on a eu, voilà, je vais vous noter deux trois petits trucs intéressants. On a eu au bout d'un moment un face à face entre Luke Harper et Bray Wyatt au début du match. Puis après on a eu Curtis Axel qui est arrivé, qui se fait attaquer par Eric Rowan qui n'était pas qualifié pour le Royal Rumble. Et du coup on a eu la réunion de la Wyatt Family sur le ring et puis bah ils ont tous commencé à se mettre sur la tronche, mais au final c'est Bray Wyatt qui a réussi à dégager Eric Rowan et Luke Harper. Et donc du coup on a eu quelques minutes où on avait Bray Wyatt qui était sur le ring, qui éliminait un par un les catcheurs qui arrivaient. Donc on a eu le Boogeyman, on a eu Zack Ryder, on a eu Sin Cara. Euh, Grosse entrée d'ailleurs de Zack Ryder, beaucoup bien acclamé, mais il s'est fait vite dégager. Et puis là d'un seul coup, numéro 10, Daniel Bryan. Là la foule devient complètement starbée. Et le match commence à vraiment prendre en intensité. On a eu Stardust. Alors, Stardust, faut qu'il arrête. Cody Rhodes, arrête de changer ta peinture faciale parce que là, c'est de plus en plus laid ce que tu nous fais. De partir dans le violet, le noir, le blanc en même temps, je veux dire, c'est pas. Si t'aimes tant la peinture, mets-toi-y, mais pas sur ton visage, quoi. C'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Euh, et puis, DDP, Diamond Dallas Page, deuxième surprise de la soirée. Pareil, le public qui était bien content de le voir. Et puis c'est Kofi Kingston qui arrive ensuite sur la musique de The New Day. Et là, on a clairement entendu une huée sur The New Day. Ce qui fait que voilà, je trouve ça pas mérité parce que c'est Kofi Kingston. Mais bon, après, les gens associent maintenant, c'est The New Day. Et je trouve que Kofi Kingston mérite plus que ça. Et voilà, c'est ce que j'ai dit la première fois, c'est que Xavier Woods a descendu Biggie et Kofi Kingston à son niveau de popularité. C'est-à-dire que les gens s'en foutent, quoi, tout simplement. Alors qu'au début, il y avait quelque chose de prometteur pour Biggie et Kofi Kingston. Bref, on a eu des chants de Daniel Bryan. Kofi Kingston qui se fait éjecter du ring et qui fait sa cascade annuelle. Donc là, ce coup-ci, il a atterri sur les Rosebuds. Donc les fêtards qui sont avec Adam Rose. Donc il atterrit sur eux et eux ils ont fait quoi? Bah ils l'ont porté et ils l'ont ramené sur le ring au grand dame d'Adam Rose qui se fait éliminer. Et puis c'est Rusev qui finit par dégager Kofi Kingston. Roman Reigns qui arrive et qui rentre dans un super gros bruit. Alors vous allez être surpris. 70%, j'ai fait, voilà, pour vous donner une idée, ça fera à peu près genre 70% de huées, ouais, des huées, et juste 30% d'adoration, d'encouragement, voilà. La musique du Miz qui arrive et tout le monde gueule parce que tout le monde gueule mais dans le bon sens parce que c'est Damien Mizdow qui arrive parce que le Miz est arrivé en premier pendant le match donc les gens associent ça et puis là d'un seul coup le Miz arrive pour empêcher Damien Mizdow de rentrer sur le ring. Le Miz grimpe sur le ring et se fait jeter et du coup Mizdow grimpe et à son petit moment mais il se fait vite dégager. Donc voilà, c'est dommage, on nous coupe un petit moment intéressant dans le match et c'est couillon, quoi, c'est dommage. Et qu'est-ce qu'on a eu Ah oui, putain, j'ai oublié un gros moment du match. Juste après DDP, l'entrée de DDP, Daniel Bryan s'est fait éliminer. Du coup, ça nique un petit peu la continuité de ce que je faisais.
On a eu un gros blanc dans la salle, gros blanc chez moi aussi. Incompréhension totale, parce que je trouvais ça beaucoup trop tôt. J'ai pas exactement le temps sur lequel Daniel Bryan est resté. Je vais rechecker ça dans le montage de la vidéo. Mais il est parti très 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 tôt. Et alors je comprends qu'il gagne pas et qu'on va mettre quelqu'un d'autre, hein, parce qu'après tout, voilà, il y a de, on veut essayer une nouvelle chose. Mais moi je voyais personne d'autre gagner à part Daniel Bryan, donc j'étais un peu déçu. Euh, mais après, ça se comprend. Je pense que la WWE peut prendre d'autres chemins. Bref. Mais là, ils l'ont fait dégager quand même super tôt, quoi. Daniel Bryan est resté. Je vais vous le noter en bas, mais vous allez voir, c'est dérisoire, quoi. Pour un match de la carrure que Daniel Bryan a aujourd'hui, je trouve ça pas cool. Il aurait dû rester un peu plus longtemps sur le ring et vous allez voir que ça va se répercuter sur tout le reste du match. Parce qu'à partir de là, l'intérêt global va diminuer, mais de plus en plus. Et les gens vont finir par en avoir complètement plus rien à foutre. À partir du moment où Daniel Bryan s'est fait éliminer, les gens ils s'en foutent, ils regardent ça de loin, ils applaudissent par-ci par-là les catcheurs qu'ils aiment bien qui rentrent, et puis c'est tout. Bref, voilà. Dean Ambrose qui arrive en numéro 25. Et tant mieux parce que voilà, justement, depuis la sortie de Daniel Bryan, le match perdait de son accroche, mais voilà, c'était pas encore énorme. Et puis au bout d'un moment, donc, on s'est retrouvé avec tous les catcheurs sur le ring. En 30e, Dolph Ziggler qui arrive pour conclure tout ça. Et on avait Kane et le Big Show qui étaient sur le ring et qui font partie de l'autorité, qui faisaient équipe pour mettre KO tout le monde et simplement les laisser tomber au-dessus de la troisième corde et par terre pour éliminer tout le monde. Et puis donc on se retrouve à la fin avec Roman Reigns, Dean Ambrose, Kane et Big Show sur le ring. Et donc ça part en affrontement. Finalement, Dean Ambrose se fait lamentablement jeter. Roman Reigns qui finit par se réveiller et à dégager Kane et Big Show en même temps. Et les gens se remettent à huer. Et là, d'un seul coup, en pensant qu'il a gagné, j'ai pas tout pigé, donc j'ai pas tout compris. Il n'y a pas eu de musique, il y a eu un gros blanc, et puis finalement Kane et Big Show remontent sur le ring, et à ce moment-là, out of nowhere, le Rock qui arrive. Alors apparemment, il avait envoyé des photos de lui à Philadelphie pour le show, et là, paf, il arrive pour filer un coup de main donc à Roman Reigns, qui est, je crois, son cousin, ou un truc comme ça. Et donc il finit par dégager le Big Show et Kane. Et puis là, à ce moment-là, Roman Reigns était quand même déjà bien KO. Et Rusev, qui s'était fait oublier du match, qui était en dehors du ring, et remonte sur le ring pour se battre avec Roman Reigns. Et puis se finit par se faire éliminer. Et du coup, Roman Reigns gagne le Royal Rumble en éliminant Rusev. Voilà. Alors, la réaction du public était pratiquement la même que celle pour Batista l'année dernière. C'est un truc que j'ai du mal à comprendre parce qu'au final, les gens commencent à vraiment aimer Roman Reigns, on leur donne ce qu'on veut et puis paf, on les envoie. Et puis là, je comprends un petit peu le désarroi que peuvent sentir les scénaristes de la WWE. Parce qu'on finit par écouter le public et lui donner un petit peu ce qu'il veut, et au final, il le rejette, quoi. Et, ça reste incompréhensible. Franchement, je sais pas quoi dire. Je suis un peu sans voix en ce qui concerne la victoire de Roman Reigns. Pas la victoire, mais je veux dire la réaction du public. Parce que je pense qu'il méritait quand même d'être acclamé. Je veux dire, voilà, il revient de blessure, c'est quelque chose cool. Les gens ont commencé à chanter bullshit à la fin du match en devenant plus ou moins sûr que c'était Roman Reigns qui allait gagner. Mais voilà, je comprends vraiment pas ce public sur le coup. Une victoire sous les huées et, euh, voilà, je sais pas. Ça se trouve, voilà, c'était juste à Philadelphie. J'espère que c'était juste ça. Ce soir, j'ai hâte de voir ce que va dire Roman Reigns, comment il va se défendre, parce que c'est pas le même public qu'il va avoir. Ça se trouve, ça va remettre sa cote de popularité et ça va être cool. Mais par contre, voilà, je ne trouve pas que Roman Reigns a les épaules les épaules pour porter un titre WWE poids lourd. Et je trouve pas qu'il mérite encore. Il a encore d'autres choses à prouver. C'est beaucoup trop tôt pour lui. On lui file un truc beaucoup trop énorme pour un catcheur qui est encore jeune. Je veux dire, moi, je l'aurais plus vu pour commencer, pour le faire grimper en popularité
je sais pas, face à Rousseff dans un match et le faire grimper pour avoir le titre US. Voilà, le faire grimper au fur et à mesure, pas lui donner forcément des matchs pour le titre suprême tout de suite, quoi. On prend l'exemple de Daniel Bryan, bon c'est pas, non, non, je vais pas prendre l'exemple de Daniel Bryan, mais mais oui, même Cena, je veux dire, Cena, il a commencé, il a galéré au début de sa carrière et puis il a commencé par avoir le titre US, mais avant d'avoir un match pour le titre suprême, il a attendu plusieurs années. Alors que là, Roman Reigns, ça fait à peine un an qu'il est en compétition solo, quoi. Je veux dire, c'est beaucoup trop pour lui et en plus, main event de WrestleMania, Brock Lesnar versus Roman Reigns, moi j'achète pas. Je suis pas. Il y a la même odeur de merde qu'on a eu pour l'année dernière. Et donc je n'achète pas. Pour ce match, le Royal Rumble, j'ai mis la note de 3 sur 5. Pas plus. Parce que il baissait son intérêt. Daniel Bryan, je trouve, il est soit rentré trop tôt, soit parti trop tôt, mais il y a un truc qui collait pas. Euh, et puis, on n'a pas eu de grosse performance. Je m'attendais à voir. Si, la grosse performance, il y a celle de Bray Wyatt, mais voilà, je veux dire, c'est pas ce qui a été le plus reluisant de la soirée. Je m'attendais à voir un truc gros de la part de Dean Ambrose, ça n'a pas été le cas. Je m'attendais à voir un truc gros de la part de Dolph Ziggler, ça n'a pas été le cas non plus. Ryback, c'est pareil. Roman Reigns, d'ailleurs, il a pas fait une grosse performance sur le ring. Bon, il a juste éliminé Kane et Big Show en même temps, mais c'est tout, quoi. Je veux dire, on était loin de, voilà, même si l'année dernière, les gens, ils étaient, voilà, l'année dernière, les gens étaient à fond jusqu'au bout. Et là, dès que Daniel Bryan s'est fait éliminer, bah, les gens, ils ont commencé à lâcher l'affaire. Et après, d'un autre côté, c'est con, mais je les comprends presque. Parce que c'est vrai que Daniel Bryan étant le catcheur le plus soutenu aujourd'hui à la WWE, ça perdait de son intérêt qu'il ne soit plus dans le match. Donc voilà, le retour global sur le show, je suis plutôt déçu. Mais par contre, voilà, le public est vraiment pour quelque chose dans ma conclusion, et voilà, ça peut être un de mes défauts. Mais voilà, on a eu un début de show qui était prometteur. Le match pour le titre WWE c'était vraiment le meilleur match, voilà, mais sans être énorme non plus. Et voilà, comme j'ai dit, le Royal Rumble commençait super bien. Et dès que Daniel Bryan est sorti, l'intérêt général, ça allait en décrescendo. Et l'univers de la WWE s'est défoulé sur les autres superstars. Et voilà, je pense que c'est beaucoup trop pour Roman Reigns. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui ont la carrure d'avoir le titre suprême. Roman Reigns ne fait pas partie de cette liste-là. C'est pour ça que je ne l'avais pas mis dans mes choix de vainqueurs potentiels pour le Royal Rumble. Et je pense que tout le monde voyait Daniel Bryan gagner et aller jusqu'à WrestleMania parce qu'au final, il y avait pas grand monde d'autre qui pouvait aller affronter Lesnar pour le titre là. Et je sais pas, je suis un peu dans la compréhension encore sur cette victoire de Roman Reigns et va falloir qu'il se foute un sacré coup de pied au derche pour donner de la gueule à ce match là. On a une fin de soirée qui se termine sous les huées. Ça fait 2 fois en 2 ans pour 2 Royal Rumble. Va falloir que la WWE et les scénaristes se sortent les doigts du derche pour le Royal Rumble 2016. Parce que 2 ans de suite, voilà, hein, le Royal Rumble, moi c'est un de mes pay-per-view préférés. Le Royal Rumble, j'adore les matchs Royal Rumble. Et à chaque fois c'est niqué. Je trouve ça vraiment dommage d'avoir l'opportunité d'accrocher les gens pour de bon et de gâcher ça. C'est. Je sais pas. C'est dommage. Là, ce soir, je trouve que la WWE et le public sont tous les deux fautifs. Mais au final, il n'y a rien de bon qui en ressort. Donc, voilà. Ce pay-per-view là, est-ce que je le préfère à celui de l'année dernière? Non. Parce que. Enfin, je sais pas. Je trouve que le Royal Rumble était moins bon que celui de l'année dernière. Même si le résultat au final est le même, c'est une victoire sous les huées. Donc voilà. Bref, alors moi en ce qui me concerne, j'ai terminé de parler du Royal Rumble. Je vous retrouve normalement d'ici demain pour une vidéo sur Raw s'il y a quelque chose à se mettre sous la dent, bien sûr. Je la promets pas à chaque fois, mais on verra bien ce qu'on a à se mettre sous la dent. Ah oui, je suis resté sur le network un petit peu et donc il y a eu le Fallout, c'est-à-dire un after show.
Et on a eu Cena qui a été interviewé par Tom Phillips sur son futur. Et du coup, il était interrompu par Rousseff qui prend le micro pour gueuler. Et puis les deux hommes commencent à s'affronter. Et puis apparemment, il y avait des rumeurs comme quoi John Cena et Rousseff allaient finir par s'affronter plus tard pour WrestleMania. Est-ce que ce sera le cas? On verra bien. On aura toutes les réponses demain. En ce qui concerne la prochaine vidéo de prédiction de pay-per-view, il s'agira de WWE Fastlane. C'est un nouveau pay-per-view qui remplace l'Elimination Chamber. J'espère qu'on aura des matchs Elimination Chamber quand même, parce que c'est... bah d'ailleurs, non, mais qu'est-ce que je dis? Mais non, forcément que non. Parce qu'il n'y a plus de titres à mettre en jeu, il n'y a plus de place à mettre en jeu, donc voilà. Il aura lieu donc fin février. Est-ce que je serai disponible pour regarder le show? Alors attendez que je dise pas de bêtises, ça devrait être le 22, ça doit être quelque chose comme ça, parce que le 28 est un samedi. Donc ça devrait être donc 28, 22, ça devrait être ça dans la nuit du 22 au 23, je pense. Et bon, je regarderai le show et je vous tiendrai au courant de tout ça. Moi, je vous retrouve demain pour ma vidéo sur Monday Nitro. Et puis fin février pour la vidéo de prédiction. Et puis pour tout le reste, les covers, les autres vidéos, ça va arriver. C'est terminé pour aujourd'hui. C'était Sam de Bonnetman en direct live depuis sa chambre, très très mal rangée. Et ben, je vous souhaite une bonne bourre, une bonne semaine, et joyeuse Pâques, joyeux anniversaire, joyeux Noël surtout, prenez soin de vous, et à tout bientôt les amis, ciao ciao ciao.